Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Alfred Chango, notre éditorialiste. Abdou Fleur, doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Abdelkarim Yacoub Konougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'agriculture face aux défis de l'industrialisation. Alors l'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, par exemple, premier producteur de cacao, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves. En somme, la révolution industrielle se fait attendre, en cause un secteur agricole qui souffre encore aujourd'hui du manque de capitaux. Voyez ce sujet de Mathilda Diaby. Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. Alors, un secteur qui manque de capitaux, Abdelkarim, est-ce que c'est seulement un problème de financement ou alors un problème de vision finalement des gouvernants à l'égard de ce secteur de l'agriculture? Si on se réfère par rapport aux engagements des hommes politiques africains depuis la conférence de Maputo jusqu'à aujourd'hui, c'est un échec politique. Cette vision de l'Union africaine de dire que le secteur agricole doit être le secteur prioritaire et qu'il fallait arriver à l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique et à son autonomie. Donc 20 ans plus tard, pratiquement, on est arrivé, on n'a pas bougé. Vous l'avez dit depuis dans le reportage que seulement 5 pays ont respecté cet engagement. C'est ça le problème, c'est des visions politiques. Le deuxième problème, c'est aussi la pression sur laquelle est l'agriculture africaine, de la pression extérieure. Parce que vu que les accords d'ACP ont aussi mis une pression énorme sur nos agriculteurs, les produits vendus sur notre territoire, sur notre continent, coûtent énormément cher. L'Europe subventionne son agriculture. On nous revend les plus-values. Notre agriculture n'a pas de débouchés. Comment demander à une agriculture africaine de pouvoir faire quelque chose qu'elle ne peut pas? Si l'agriculture européenne a réussi aujourd'hui à pouvoir s'imposer, parce qu'il y a une politique agricole européenne pensée, appliquée et mise en place pour l'expansion de cette culture. Et financée, hein? Et financée aussi par des fonds européens. On soutient les agriculteurs de d'autres pays. Donc une vraie politique agricole, là, oui. Maintenant, pardon, excusez-moi, donc je vais continuer. Je vous en prie. Donc le problème aujourd'hui de l'agriculture africaine, ce n'est pas l'agriculteur. Le problème, ce n'est pas le manque d'espace. Le problème, ce n'est pas le manque d'outils. Le problème, c'est la vision politique de nos gouvernants. Le pire est à venir. Aujourd'hui, en 2025, les Africains seront pratiquement à 1,3 milliard à nourrir, bouche à nourrir. Une question de sécurité alimentaire. Ça veut dire que c'est sécurité alimentaire. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à nourrir les presque 1 milliard des Africains, dans 5 ans, ça va être pire.
Abdou Fleur? Moi, je pense que ce n'est ni un problème de vision, ni un problème peut-être politique, de financement, mais c'est un problème de manque de volonté politique. Tout simplement, vous l'avez rappelé, on a du soleil, on a de l'eau, on a des terres cultivables, on a des matières premières. Malheureusement, on ne peut pas prétendre à l'émergence de l'Afrique en retournant toujours vers les autres. C'est-à-dire, je parle du financement. Principalement, on ne peut pas émerger en dépendant des autres. Voilà, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine qui doit financer notre développement. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas, c'est un raisonnement. Ah, ok, d'accord. C'est juste inquiétant. L'Afrique a tout, mais l'Afrique dépend toujours des autres. C'est juste inacceptable. L'Union africaine, pour construire ses bâtiments, fait appel à la Chine, qui lui fabrique ça gracieusement. Le budget de l'Union africaine est financé par ses partenaires étrangers. L'agriculture africaine ne peut pas être financée par les autres parce que, vous l'avez souligné, les APE, et je pense vraiment que nos dirigeants auront le courage à terme, c'est-à-dire en 2020, au terme des accords de Cotonou, de pouvoir renégocier ces accords. Vous l'avez souligné, c'est comme un combat entre David et Goliath. On ne peut pas concurrencer un agriculteur sénégalais, tchadien, nigérien, ne peut pas concurrencer un agriculteur français, allemand ou autre. Non seulement ils sont très en avant sur l'industrialisation, mais aussi ils financent leur agriculture. Nous, avec nos petits ngos-ngos, nos petites machines, nos petites hilaires, on ne peut pas quand même faire grand-chose. Donc je pense que fondamentalement, c'est un problème de manque de volonté politique et surtout financer notre développement, notre économie. L'Afrique ne sera autonome, indépendante. L'agriculture africaine ne décollera que si les responsables africains financent leur agriculture. Alfred Tchongo. Moi, je dirais rapidement, René Dumont, en 1960, avait fait déjà ce constat. L'Afrique noire est mal partie, disait-il, parce qu'au moment de l'indépendance, la plupart des pays africains ayant accédé à l'indépendance ont eu cette volonté de courir vers, entre guillemets, le développement, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les éléphants blancs, croyant que c'est ça qui faisait la richesse d'une nation. Et lui était de cette idée qu'il fallait travailler la terre. L'agriculture devait être le moteur de l'autonomie de l'Afrique vis-à-vis justement de l'étranger, pour ne pas tomber dans le néocolonialisme. Il était ingénieur agricole, agronome d'ailleurs, et il pensait cela très honnêtement. Malheureusement, on n'a pas pris ce chemin-là. Je crois que ce retard-là, nous le payons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas d'industrialisation. On a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à transformer sur place les cacao, 5% seulement. On peut étendre cet exemple à tous les pays africains, de sorte que nous sommes toujours dans cette extraversion économique qui fait que nous dépendons continuellement de l'étranger. Maintenant, nous sommes en plus dans cette inégalité. Au fond, il n'y a pas de symétrie entre la politique agricole commune de l'Europe ou la politique américaine, qui ont réussi justement à mécaniser, à financer à outrance, à soutenir à outrance leur agriculture, et nous qui, de 20 ans déjà, les accords de Maputo, on n'a même pas eu la décence de dire, mais commençons dans certains secteurs de cette agriculture africaine, commençons à mutualiser les moyens, à les financer. Le NEPAD est arrivé et a placé justement comme l'un des points clés justement du NEPAD, c'était le développement de l'agriculture en Afrique. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas cette volonté politique des États de dire, mais très concrètement, mais essayons, parce qu'on n'essaye pas. Alors, du coup, moi je pense que c'est aussi au privé africain de pouvoir se dire, mais tiens, il y a là une niche où nous pouvons investir, justement, et tirer des dividendes. Donc ni le public ni le privé ne s'intéressent à ce secteur. Est-ce que ce n'est pas finalement un problème de vision pour les Africains par rapport à l'agriculture? La volonté politique est liée à la vision, en fait. Quand j'ai dit qu'ils n'ont pas de vision, c'est que maintenant, toutes nos économies n'ont pas été diversifiées. Par exemple, je prends le cas du Tchad, que je connais très bien, donc c'est chez moi.
On a eu, par exemple, 15 ans de pétrole. Bon, laissons débit tranquille un petit peu. Non. Alors, on va prendre l'exemple du Gabon, en tout cas, l'ensemble des pays d'Afrique centrale, notamment. Le Tchad, on va en parler, même si vous ne voulez pas, parce que c'est un cas d'école. Absolument. On a eu 10 ans de pétrole, l'économie n'a pas été diversifiée. On a eu des milliards. On aurait pu atteindre l'autosuffisance alimentaire, développer, industrialiser, mécaniser notre agriculture et aussi créer des infrastructures pour que ces produits agricoles puissent être transportés, consommés par des Tchadiens et même amenés au Cameroun et au Nigeria. Donc ce que je veux dire, que là où ça manque de volonté politique et de vision, c'est que ce n'était pas leur priorité. Si l'agriculture était la priorité politique. Il faut interroger le regard. Donc, quand on regarde le budget de tous ces États, on voit très bien la place, le montant de l'agriculture là-dedans. Donc finalement, qui est responsable? Est-ce qu'on passe tout notre temps à dire que les hommes politiques n'ont pas fait, donc on ne fait rien? Donc le secteur privé peut faire l'affaire. Donc si le secteur privé peut faire l'affaire, eh bien maintenant, créons les conditions nécessaires pour que ces investissements du privé puissent être... climat des affaires. Voilà, ce climat des affaires puisse être valable tout en créant des infrastructures. C'est très important, les infrastructures. Parce que tu peux produire, par exemple, des centaines de tonnes de fruits frais, parce que si tu n'as pas de quoi conserver, si tu n'as pas de quoi transporter, tout ça, il n'y a pas de marché, parce que localement, ça ne se consomme pas. On n'a pas de produits de transformation. Eh bien, ça veut dire que c'est toute une chaîne d'industrie qu'il faut créer pour que cette agriculture puisse être autonome, viable, économiquement rentable. Quand je dis que ce n'est pas un problème de vision, les Africains, l'Union africaine, sont les champions des agendas, des programmes. Les idées ne manquent pas. Mais très souvent, c'est des programmes sans lendemain. C'est le problème d'application parce que les fonds destinés à financer tel ou tel projet sont destinés. Alors, ce n'est pas parce qu'on met en place un projet que cela démontre qu'il y a une vision sur le long terme. En fait, les Africains sont très forts en concept. On a des concepts, on connaît les enjeux. Qui sont souvent des projets calqués sur d'autres qui existent ailleurs, notamment en Europe. C'est un problème. Donc c'est un problème d'application. Absolument. À partie. J'ai l'habitude de citer le cas de la Côte d'Ivoire. Souvent, les gens disent que la Suisse produit le meilleur chocolat, pourtant il n'a aucune graine de cacao. Exactement. Et c'est assez révélateur. Je prends l'exemple de la mangue, la Casamance au Sénégal. Avec la mangue, on peut faire énormément de choses. Vinaigre, confiture, tout ce qu'on veut avec la mangue. Jus de mangue, j'en passe. Et pourtant, les mangues pourrissent sur place. Exactement. Les agriculteurs ont des hectares de mangue et c'est très difficile pour les transporter. Et qu'est-ce qui manque? Tu vas en Casamance, on te fait du jus de mangue sur place, naturel. C'est juste incroyable. L'exemple le plus patent qui me vient à l'esprit, je suis tombé sur un article qui parlait du Rwanda. Une jeune dame qui a créé du vin, du jus et du vin à base de comment ça s'appelle? Non, c'est le fruit rouge. Alors en tout cas, du vin. Comment? Cerise. Non, c'est raisin. C'est pas cerise, c'est pas raisin. C'est pas un problème. Pourtant, après les études, elle galérait à trouver du travail. Et en réfléchissant, elle a réussi à penser à transformer ces fruits. C'est un peu dommage que je ne me souvienne pas de ce produit. C'est pas très grave. Il y a tellement de fruits rouges. Aujourd'hui, on n'arrive pas à vous aider. Tout à fait. Aujourd'hui, elle réussit à employer 17 personnes et le vin commence à être exporté en Angleterre un peu partout. À hauteur de 8 euros. À hauteur de 8 euros, c'est la betterave. D'accord. Ah, très bien. Alors, vous êtes parvenu à trouver avant la fin de cette émission. Et c'est un exemple, moi, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup inspiré, alors qu'elle cherchait du travail. Et là, elle emploie 17 personnes, mais toujours le problème de mécanisation pose problème. Et je pense que si elle bénéficie quand même d'un coup de pouce de l'État, elle peut avoir une très grande entreprise et même, pourquoi pas, constituer une multinationale dans la production de jus et de vin de betterave. Donc ça arrive au début, donc du coup il faut une volonté politique, une vision pour empêcher les autres agriculteurs de venir empêcher le nôtre d'évoluer. Absolument. Sinon on n'arrivera jamais. Absolument. Alfred Tchongo? Alors non, mais moi je dirais effectivement toutes ces initiatives qui peuvent être prises
engagés par des particuliers, par des citoyens, des citoyennes, par les entreprises privées ou par les États, mais qui vont dans le sens justement de promouvoir une agriculture africaine digne de ce nom, sont à encourager. 2, ne pas se contenter des concepts, des idées tout simplement. Il faut passer à l'acte. Et très souvent, ce qui nous tue en Afrique, c'est ça. Les politiques n'ont pas au-delà de la vision, au-delà des conférences, au-delà de concepts, cette capacité à dire transformons cela en quelque chose de viable, de vivable, de réel sur le terrain. Et Dieu sait si l'Afrique est gâtée en terres cultivables, oui, en terres riches, etc. Donc c'est un paradoxe que nous soyons aujourd'hui dépendants alimentairement encore de l'étranger, de l'Europe, de l'Amérique. De la PAM, de l'ONU. De l'ONU, c'est incroyable. Et les privés ont une grande responsabilité. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Je donne l'exemple, par exemple, de Auchan au Sénégal, un peu partout en Afrique. Qu'est-ce qu'attendent nos privés, nos investisseurs privés, pour constituer des multinationales, pour faire barrage, entre guillemets, à ces multinationales? Au lieu d'être dans la dénonciation, dans la critique, ils ont aussi une grande part de responsabilité. Mais non, les privés, il faut garantir, il faut un climat d'affaires capable de pouvoir protéger leurs biens. Et cet ensemble de privés que vous dites sont aussi dans le secteur informel. Donc, pour pouvoir mobiliser cette épargne, dire à ces secteurs privés que vous aurez le soutien de l'État. Je parle des grandes entreprises comme Sedima. Oui, mais ces grandes entreprises qui a commencé avec une petite entreprise familiale qui aujourd'hui est devenue on peut prendre aussi l'exemple de Dangote, Aliko Dangote, voilà, exactement, qui a compris cela, mais il est parti d'où? Il est parti du Nigeria. Tout à fait. Et c'est un État exceptionnel dans tous les États. On n'a pas dit que tous les pays africains n'ont pas réussi, mais quand on a des exceptions comme le Nigeria, le Ghana et d'autres, que j'en passe. Maintenant, c'est qu'il faut peut-être au niveau de l'Union africaine que ces États qui ont réussi, ces entrepreneurs africains qui ont réussi, vont tirer maintenant les autres vers l'excellence et investir dans notre... Je crois que Dangote l'a dit dans une interview que vous l'aviez faite, que son intention maintenant d'investir sur le continent, d'investir dans le pétrole, d'investir dans tous les secteurs où les étrangers sont en train d'investir dans le continent. Donc, et c'est un très bon exemple. L'agriculture, et vous l'avez dit tout à l'heure, une question de sécurité alimentaire. L'Afrique consacre 35 milliards de dollars à l'importation d'aliments et si rien n'est fait, d'ici à 2025, ce chiffre fera plus que tripler, pardonnez-moi. Oui. Donc une situation dramatique, effectivement, qui rappelle l'urgence de l'industrialisation. Peut-être un dernier mot sur ce point. Justement, par rapport à cette sécurité alimentaire, je donne l'exemple du Sénégal que je connais le mieux. En 2017, on a réussi quand même à économiser 200 milliards d'importations en riz à cause du plan qui vise à l'autosuffisance en riz. Voilà. Et là, il y a une véritable politique, il y a des résultats concrets, palpables. Mais l'objectif n'a pas été atteint. Mais tout à fait. On aura l'occasion. On en avait parlé la dernière fois. Un objectif reste un objectif très souvent, mais quand même, les résultats sont assez éloquents. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut atteindre l'autosuffisance. Et aussi l'exemple du président, l'ancien président du Nigeria qui fait des poulets. C'est ça aussi, ça veut dire que maintenant qu'il a donné l'exemple que c'est possible de réussir, même si on est un homme politique. Maintenant, moi, en tout cas, personnellement, je crois que la chose vraiment qu'il faut faire, c'est d'interconnecter toute cette production africaine pour qu'il crée des consommateurs africains. Aujourd'hui, même les poulets, on les importe, des poulets congelés, et ça tue nos producteurs de poulets. Donc maintenant, les consommateurs africains doivent consommer africain d'abord et avant tout. Alors l'appel, bien sûr. Et il faut donc c'est une mentalité, changement de mentalité. L'appel est l'excellence n'est pas que étrangère. L'appel est passé. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos explications. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, je rappelle que vous êtes coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Désolé pour m'avoir encore. Il n'y a pas de problème. Abdou Fleur, je rappelle que vous êtes doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Alfred Chango, un grand merci à vous. Merci infiniment, Zahra, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Donc, Alfred Chango, éditorialiste d'Africa 24, bien sûr. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain vendredi. Très belle soirée.